C'est le journal, vous êtes sur I24, il est 12h30 à Tel Aviv, plus de 10 jours après la vague d'agressions sexuelles qui a sidéré l'Allemagne. L'enquête avance, un premier rapport désigne les suspects. Il s'agit presque exclusivement de délinquants maghrébins, des immigrés d'origine marocaine et algérienne. Angela Merkel s'est vue une fois de plus obligée de réagir. Océane Nicole. Que s'est-il passé la nuit du 31 décembre à Cologne? 561 plaintes avaient été déposées par des femmes victimes de vols et de violences à caractère sexuel. Près de 2 semaines après, l'enquête avance. Les autorités allemandes attribuent ces agressions à des migrants originaires du Maghreb. 19 personnes ont été arrêtées et une trentaine identifiées. Une grande majorité proviennent du Maroc mais aussi d'Algérie. La police allemande n'est pas surprise, elle affirme que depuis 2011, les coupables de délits venus d'Afrique du Nord représentent une part considérable des agressions et des vols à Cologne. Les autorités locales précisent même que ces groupes sont enclins à la violence et utilisent la plupart du temps des couteaux ou du gaz lacrymogène. Ces agressions ont choqué l'opinion internationale et particulièrement les Allemands. Le pays est depuis replongé dans un virulent débat sur l'accueil des demandeurs d'asile. Nous devons combattre les raisons qui font que des gens fuient leur pays. Cette année, nous voulons faire réduire le nombre de réfugiés, cela est clair. Nous avons la tâche de les intégrer dans les meilleures conditions, mais nous savons depuis les terribles événements dans la nuit du 31 décembre à Cologne que pour les intégrer correctement, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils soient prêts à suivre nos règles et nos valeurs. La chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé devant son homologue algérien les ressortissants maghrébins qui n'auront pas eu le droit d'asile en Allemagne devront être renvoyés le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. L'immigration nord-africaine inquiète les autorités allemandes. Les migrants marocains et algériens sont en constante hausse dans le pays. Rien que pour le mois de décembre 2015, près de 3000 Marocains sont entrés dans le territoire. Et puis on en sait désormais un peu plus aussi sur les méthodes utilisées par les agresseurs lors de cette nuit dramatique. Betsabé, des méthodes connues dans le monde arabe. On avait vu ça par exemple, place Tahrir au moment du printemps arabe. C'était au Caire en 2013. Exactement. Et le parallèle est affligeant au point que la télévision hongroise fait passer la place Tahrir pour Cologne. Voici les images que le JT de la chaîne publique M1 a présentées comme une séquence qui aurait été filmée à Cologne à la Saint-Sylvestre. Alors on y voit une jeune femme blonde, c'est pas très clair, molestée par un groupe d'hommes avec en incrustation des images choquantes des agressions de Cologne. Donc. Et pourtant, eh bien, il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube le 30 juin 2013, intitulée initialement « Une touriste néerlandaise violée sur la place Tahrir au Caire ». Donc, alors, au-delà de la maladresse, disons, de la chaîne hongroise, eh bien, un constat s'impose, le parallèle entre Tahrir et Cologne qui reste troublant. Regardez les chiffres. Cologne, nuit du Nouvel An, plus de 200 plaintes pour agression sexuelle. Le Caire, juillet 2013, en quelques jours, plus de 150 plaintes pour agression sexuelle. Et bien sûr, parmi ces agressions sexuelles, des viols. Alors cette question, un parallèle sociologique à présent entre les agressions sexuelles de masse à Cologne commises, on le rappelle, en majorité par des réfugiés nord-africains et celle de la place Tahrir en Égypte, est-il pertinent? Eh bien, dans un billet partagé plus de 11 000 fois à présent sur le site du journal Le Vif en Belgique, la journaliste Laurent Donte établit ce parallèle, écrivant notamment qu'il n'est pas rare dans les pays arabes de rencontrer des hommes de 30-35 ans qui n'ont jamais eu l'occasion de toucher une femme, affirmant plus loin, je cite, une immense frustration sexuelle est à la base des violences de Cologne. Voilà, et puis un parallèle dans les méthodes qu'on a reconnues à Cologne et qui arrivent assez souvent malheureusement dans le monde arabe. Exactement, décrite ainsi des hommes qui sont dispersés dans le noir par petits groupes et puis ils entourent les jeunes femmes dans l'objectif de les toucher, de glisser leurs mains où ils peuvent. Exemple de témoignage, ils se sont mis à nous agresser, nous prenant l'entrejambe, touchant nos décolletés sous les manteaux. Une violence inédite en Europe, la preuve, le manque de réaction de la police allemande. Il n'empêche des méthodes qui semblent s'être importées sur le vieux continent. Voilà pour cette nuit dramatique à Cologne. Merci Betsabé. Et puis de son côté, le Danemark est en passe d'adopter une loi inédite dans le monde concernant les migrants, leur confisquer leurs biens au moment où ils franchissent la frontière. La mesure se veut dissuasive et provoque un tollé. Julia Galancia. Le projet de loi est largement décrié.
Il porte sur la saisie d'objets de valeur des demandeurs d'asile, des saisies qui devraient servir à payer leur séjour dans les centres d'accueil. L'objectif, dissuader les réfugiés de venir au Danemark. Abondamment commenté à l'étranger, ce projet de loi suscite encore de nombreuses réticences. Vous pourriez penser que ça donne une très mauvaise image du Danemark, je le pense. Je pense que c'est une manière honteuse de réagir à une crise migratoire historique. Mais je pense que le gouvernement danois est très content parce que le but principal de cette proposition est d'effrayer les réfugiés qui veulent demander l'asile au Danemark. Mesure de justice sociale pour les uns, taxe sur la misère pour les autres, le texte donne pouvoir aux policiers de saisir des biens que les demandeurs d'asile apportent avec eux afin de couvrir leurs besoins en alimentation et en hébergement. Les migrants concernés par la loi seront d'une certaine façon les plus riches, ceux qui posséderaient des biens d'une valeur de plus de 1 300 €. Les montres et les portables ne pourront pas être confisqués, tout comme les objets ayant une valeur affective comme les alliances ou des bijoux hérités. Pour certains, la mesure n'aura pas les effets attendus. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne pense pas que ce soit bien parce que beaucoup n'ont pas vraiment de biens de valeur ici. Ils dépensent presque tout pour venir ici au Danemark. Le Parlement danois doit débuter l'examen du projet de loi ce mercredi. Alors ce projet de loi provoque un tollé, on l'a vu, mais d'abord au Danemark, ça commence là-bas, il n'est pas très bien accueilli ce texte. Alors au niveau politique déjà, il y a une certaine partie des partis politiques qui se sont mis d'accord, notamment le Parti libéral du Premier ministre, mais aussi ses partenaires de droite, dont les nationalistes du Parti populaire danois, eux sont d'accord, mais il y a encore 3 partis de gauche qui sont encore opposés au projet. Et dans la société civile, les réactions se multiplient en chaîne. En novembre, il y a eu une pétition qui a circulé sur Internet qui s'appelle Non à la confiscation des biens des migrants, qui a recueilli plus de 6000 signatures. Les auteurs se sont indignés et ont notamment écrit que les migrants fuient des régimes brutaux et totalitaires et qu'ils ne doivent pas être accueillis dans ce même esprit totalitaire au Danemark. L'ancien grand rabbin du pays aussi, Bent Melchior, a réagi. Il trouve que c'est un projet qui est mal expliqué depuis le début et que le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et il compare ces mesures aux persécutions des minorités par les nazis pendant la guerre. Pour le chef du gouvernement danois, Rasmussen, lui, il estime que c'est le projet de loi le plus mal compris de l'histoire du Danemark et que ça donne un portrait erroné de son pays. D'ailleurs, à l'étranger, les réactions s'enchaînent aussi. Oui, ça a commencé avec le Washington Post, le journal américain qui a implicitement comparé ce projet à la spoliation des Juifs par les nazis pendant la guerre. Il a parlé d'un projet de loi qui a une connotation particulièrement douloureuse en Europe. En janvier, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies qui disait que le texte alimente la peur et la xénophobie. Il faut quand même rappeler que le Danemark a reçu 21 000 demandes d'asile en 2015. C'est un des pays les plus sollicités en Europe eu égard à sa population. Et dès janvier, les mesures restrictives ont commencé. Rétablissement du contrôle d'identité entre la Suède et le Danemark et contrôle des frontières avec l'Allemagne. Merci Alice pour ces précisions. Et alors que les États cherchent des solutions, eh bien cette crise migratoire ne risque pas de se résoudre. Le nombre de réfugiés qui arrivent en Europe continue d'augmenter de jour en jour. Jonathan Serrero. Depuis le mois de septembre, le flot des réfugiés venus d'Irak et de Syrie ne cesse d'augmenter sur les côtes européennes. Cette crise migratoire ébranle l'Europe dans ses fondements. L'espace Schengen, qui prévoit la libre circulation des personnes, est fortement remis en question. Non signataire de l'accord, le Royaume-Uni l'accuse d'être responsable du drame humain actuel. Londres juge l'action de Paris insuffisante, notamment à Calais. Résultat, les autorités britanniques ont ordonné la mise en place d'une nouvelle barrière du côté français du tunnel sous la Manche. La migration nette vers la Grande-Bretagne dépasse les 300 000 personnes par an, ce qui n'est pas soutenable. On a besoin de trouver des moyens afin de permettre aux États membres de faire des changements dans les systèmes d'aide sociale qui leur permettront de gérer ce sujet. Sauf que l'Union européenne peine à s'accorder sur ce dossier. L'Allemagne est débordée par l'afflux conséquent des demandeurs d'asile. Des tensions apparaissent entre partisans et anti-migrants. La France s'est-elle engagée à accueillir 24 000 réfugiés, mais l'Hexagone attire moins que ses voisins allemands ou britanniques. Les murs se multiplient dans la partie est du vieux continent, notamment en Hongrie et en Serbie. Des pays comme l'Autriche, la Suède ou le Danemark ont rétabli leur contrôle aux frontières. L'Italie a, elle, réinstallé une barrière à sa frontière avec la France à Vintimille. En Italie, le nombre de migrants en provenance d'Afrique du Nord est le même que l'an dernier pour le moment. Donc pas d'hystérie, mais en même temps pas d'égoïsme. Nous savons que les lois existantes comme la Convention de Dublin sont les lois qui ont ouvert un débat dans notre pays.
l'accordo di Dublino sono leggi. 3700 personnes ont déjà perdu la vie cette année. Plus d'1 million de personnes ont traversé la Méditerranée. Il s'agit de la plus grosse vague d'immigration vers le vieux continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour accueillir toute cette masse de gens, les pays européens ont mis en place des campements de fortune en périphérie des grandes métropoles. Exemple ici à Cergy, ville située proche de Paris. Des bidonvilles créés après qu'au mois de septembre dernier, la photo du corps sans vie du petit Elan ait fait le tour du monde. Autre titre, retour en France, cette première à Sciences Po. Une étudiante a été exclue pour des propos antisémites. Amira Djouma, une jeune étudiante koweïtienne qui était en stage à l'ambassade de France à Washington, avait publié sur son compte Facebook les propos suivants. Vous, les Juifs, devez apprendre ces leçons. Vous n'avez pas d'endroit où vivre dans ce monde. C'est pourquoi vous êtes du rébus et des rats et vous êtes discriminés où que vous soyez. Ne blâmez pas les pauvres Palestiniens, je suis du Koweït, donc mon pays peut vous acheter, vous et vos parents, et vous mettre dans des fours. Fin de citation. Dror, on en parle avec vous. C'est une première pour Sciences Po et c'est à souligner. Mais en écoutant les propos de cet étudiant de Sciences Po, on peut imaginer difficilement que la direction de l'Institut d'études politiques ne pouvait pas prendre ce genre de décision. Et les propos sont tellement extrêmes. Il y a clairement un appel au meurtre, voire au génocide. Dans ces conditions, l'Institut d'études politiques de Paris ne pouvait pas se permettre de garder en son sein une étudiante qui prononce de tels propos, qui écrit de telles phrases. D'autant plus qu'il faut rappeler ce qu'est Sciences Po Paris, ce qu'est l'Institut d'études politiques de Paris. C'est censé être la pépinière des futures élites politiques, économiques, journalistique, etc., de France. Donc par conséquent, là, la question ne se posait même pas. Il y a eu une procédure, bien évidemment, avec une commission disciplinaire qui s'est réunie. Donc toutes les procédures ont été respectées. Mais l'issue de cette affaire ne faisait aucun doute. Cette Amira n'avait pas une journée de plus à passer au sein de ce prestigieux institut d'études politiques. Alors justement, si on va un petit peu plus loin, comment comprendre ce phénomène, si on peut parler de phénomène qu'une étudiante dans cet institut aussi prestigieux ait pu publier de tels propos ? Déjà, il y a c'est sans doute un nouvel épisode de la mauvaise compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on s'exprime sur Facebook, et qui plus est, me semble-t-il, ce n'était pas sur sa page privée, mais sur une page de débat public ouverte à tout le monde, eh bien, on s'exprime publiquement. Et lorsqu'on s'exprime publiquement, eh bien, on doit assumer les propos que l'on tient. Et puis deuxièmement, cette étudiante était originaire du Koweït. Il y a peut-être là un sentiment d'impunité, peut-être qui caractérise certaines personnes qui proviennent de ces très riches États du Golfe, qui, lorsqu'ils sont jeunes et lorsqu'ils étudient dans des universités ou des instituts d'études universitaires prestigieux en Europe, eh bien, se sentent intouchables. On le sentiment d'être intouchable et de se permettre, et ça se sent dans les propos que vous avez cités, et de se permettre de tomber dans les excès antisémites de la pire espèce. Et puis bon, c'est la nouvelle preuve que malheureusement, dans certains pays arabes encore, règne ou en tout cas la culture antisémite, l'antisémitisme est presque légitimement accepté. Merci Dror pour ces précisions. On reste en France. La sanction est inédite et très largement critiquée par les syndicats. Prison ferme pour 8 ex-salariés de l'usine Goodyear. Ils ont été condamnés hier pour avoir séquestré pendant 30 heures 2 cadres dirigeants de l'entreprise. Léa Berdugo. Une catastrophe, une peine démesurée. C'est en ces termes que les 8 anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord accueillent leur verdict. Michael Vamen est l'ancien dirigeant de la CGT au sein de l'entreprise. Il dénonce un procès politique. Ce jugement, il est simplement là pour faire un rappel à tous ceux qui, comme nous, oseraient lever la tête, pour dire que dans notre pays, il faut plus de liberté, il faut plus de droits et il faut surtout plus de justice sociale. Moi, je me rappelle quand même du candidat Hollande qui est venu sur notre parking, qui nous avait promis qu'il ferait tout pour pas que notre usine elle ferme. Il a fait l'inverse, l'usine est fermée et maintenant il veut nous faire condamner à de la prison ferme. Janvier 2014, 2 cadres de l'usine sont séquestrés pendant 30 heures. À sa libération, le directeur de la production reconnaît qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Lors du procès, les prévenus avaient évoqué un coup de colère face à une direction sans réponse à la détresse sociale des employés quelques jours avant la fermeture de l'usine. Même si les conflits sociaux ont été nombreux ces dernières années, ils ont rarement débouché sur des procès ou des condamnations. En 2010, des cadres de la Poste avaient été séquestrés à Nanterre. Résultat, 3 salariés condamnés à des amendes en appel, 12 relaxés, dont l'ancien dirigeant du NPA, Olivier Besancenot.
Depuis l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains politiques fustigent une ignoble décision. Les condamnés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel. Voilà, et on l'a dit, cette peine est inédite, puisque les séquestrations, Léa, les saccages d'entreprises d'ailleurs sont rarement, pratiquement jamais pénalisés. Oui, alors en théorie, la séquestration est très lourdement sanctionnée. On a 2 cas de figure. Si la séquestration ne dépasse pas 7 jours, elle est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, au-delà de 20 ans de réclusion et de 150 000 € de pénalité. Seulement, en réalité, la pratique est tout autre puisque les poursuites sont très rares. Alors justement, on fait un petit récapitulatif avec vous de ce type d'incident. Alors cette image a beaucoup choqué l'opinion. On y voit le DRH d'Air France, Xavier Brossetta, chemise arrachée, être évacué par les forces de l'ordre. Cela se passe en octobre dernier lors du comité central d'entreprise. 5 salariés sont accusés d'avoir pris part aux échauffourées survenues lors d'une manifestation. Ils seront jugés le 27 mai en correctionnel pour violence. Octobre 2012, un cadre de PSA Aulnay est retenu 11 heures. Alors la séquestration a lieu en Seine-Saint-Denis et les auteurs ne subissent aucune poursuite puisque la direction renonce à des sanctions. Alors on a évoqué un peu plus tôt la séquestration de plusieurs cadres de la Poste à Nanterre en 2010. Eh bien ce sont les seules condamnations qui ont été enregistrées dans ce type d'affaires. Pas de prison, seulement des amendes. Enfin, en 2009, 9 séquestrations ont été recensées. Aucune sanction, là encore, malgré les faits de violence avérés. Alors, si ce cas de Goodyear fait jurisprudence, eh bien, les salariés pourront réfléchir à 2 fois avant de mener ce type d'opération choc. Voilà, et c'était sans doute le message du tribunal. Merci. Léa, en bref, 2 infos. Le groupe américain General Electric, d'abord, qui va supprimer 6500 postes en Europe au cours des 2 prochaines années. La France est concernée, 765 postes. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du groupe. Le plan de restructuration va toucher plusieurs pays européens et impacter donc en tout 6500 emplois sur 35 000 dans le continent. Et puis sachez également qu'aux États-Unis, les autorités ont rejeté le plan proposé par Volkswagen pour remettre aux normes certaines voitures diesel, des véhicules, vous vous en souvenez, équipés de moteurs truqués. Le patron de Volkswagen, Matthias Müller, doit présenter aujourd'hui de nouvelles propositions à Washington. Retour en Israël, c'était le 2 juillet 2014. Un adolescent palestinien, Mohamed Abourdir, était enlevé, battu, puis brûlé vif. Les 3 jeunes juifs qui ont avoué les faits ont expliqué s'être vengés du meurtre quelques jours plus tôt de 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. Le verdict de leur procès est attendu dans les jours qui viennent. On regarde. C'est dans cette forêt que le corps de Mohamed Aboukder est retrouvé en juillet 2014. L'adolescent a été enlevé et assassiné en pleine période de violence. Une spirale déclenchée 3 semaines auparavant. 3 adolescents israéliens avaient été kidnappés et assassinés. S'en sont suivies des arrestations chez les Palestiniens et des heurts dans les territoires. Après la découverte des corps des 3 adolescents, certains appels à la vengeance avaient été entendus parmi les Israéliens. Mohamed Aboukder aurait perdu connaissance quand l'un de ses ravisseurs l'a étranglé. Il a ensuite été conduit dans un bois et il aurait été frappé à la tête avec un pied de biche, ensuite aspergé d'essence et brûlé vif. Le 30 novembre dernier, 3 accusés ont été reconnus coupables de l'enlèvement et du meurtre de l'adolescent. La justice avait décidé de se laisser du temps pour se prononcer sur l'état mental de l'un d'entre eux, Youssef Rahim Ben David, seul majeur au moment des faits. À cette époque, les tirs de roquettes du Hamas sur Israël et les raids israéliens sur la bande de Gaza se sont multipliés. Peu de temps après, la guerre était déclenchée entre Israël et le Hamas à Gaza. Et puis c'est dans la plus grande discrétion que le terroriste de Tel Aviv, de cette fusillade de Dizengoff, a été inhumé cette nuit. Son corps a été restitué à sa famille au dernier moment pour éviter de faire de ses obsèques une démonstration de soutien au terrorisme. En voici quelques images. Voilà, inhumation en toute discrétion cette nuit. Mathias, vous nous en dites un peu plus. Oui, un enterrement qui s'est déroulé en pleine nuit, en catimini, avec quasiment 40 personnes seulement autour de c'est-à-dire les parents de Neshan Malchem, mais également les oncles, les grands-parents. C'est une grande famille, les Malchem, dans ce village, dans cette ville de Harara, dans le nord d'Israël. Alors effectivement,
quelques heures à peine après avoir reçu la dépouille de leur fils en tout cas. Et la condition de ces funérailles avait été fixée, Barbara, par Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure, pour éviter que toute démonstration de joie en faveur de l'acte, finalement, pas en faveur de Nelchan Melchem, mais surtout en faveur de l'acte terroriste qu'il a commis, ne soit réalisé ou ne soit organisé plus exactement sur place. Alors effectivement, ce qui ne fut d'ailleurs pas le cas, parce que à la fin, au moment où il avait été inhumé, eh bien, au moment de se retirer, quelques femmes ont trouvé juste de crier et d'employer le terme de shahid, Allah haïsh shahid, c'est-à-dire Dieu rend grâce au shahid, Nelchan Melchem, au martyr, ce qui n'a pas été du goût des autorités israéliennes. Voilà, des conditions partiellement respectées, exact. alors on va dire par la famille de ce terroriste. C'est donc une page qui se tourne pour les autorités israéliennes, avec tout de même un autre souci qui s'ouvre, celui de mimétisme, la peur d'autres attentats similaires. Oui, alors effectivement, malgré l'image de normalité que veut renvoyer la famille de Neshat Melchem, c'est-à-dire une famille tout à fait normale, qui travaille, le père est volontaire dans les services de police, effectivement, on est en droit de se poser des questions, notamment après ces cris de martyr, de shahid, de savoir si finalement il va avoir un effet de mimétisme. On le sait déjà sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a déjà des appels en ce sens, d'appeler certains jeunes de 16 à 18 ans finalement de faire exactement comme l'a fait Nelchan Melchem, c'est-à-dire prendre tout simplement une arme et de commettre un attentat. Pour l'instant, l'enquête n'est pas terminée. Surtout, certaines personnes et certains proches de Nelchan Melchem sont toujours en train d'être interrogés par le Shabak, les services secrets intérieurs. Il y a notamment la personnalité d'un garçon de 23 ans qui lui aussi était normal, c'est-à-dire qui travaillait parfaitement en Israël, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires. Lui a aidé Nelchan Melchem à se protéger, à se terrer en Harara. Il a surtout évité soigneusement, selon la loi du silence, de prévenir la police de la présence de Nelchan Melchem à Harara. Les hommes interrogés pour complicité, peut-être, on craint ce scénario, vous l'avez dit, en Israël, d'attentats alors plus organisés, plus réfléchis, plus groupés finalement. Soit plus groupés parce qu'il y aurait un effet de masse, c'est-à-dire que les Arabes israéliens, comme Nelchan Melchem, qui n'avait finalement... Alors, effectivement, lui avait des antécédents judiciaires et des antécédents psychiatriques. Mais auquel cas, d'autres Arabes israéliens, voyant tout à fait, ayant la possibilité d'avoir une carte bleue, ils l'ont, la carte bleue, la carte d'identité, israélienne, qui leur permet de voyager dans tout Israël sans aucun problème. Peut-être effectivement qu'il y aurait cet effet de mimétisme. C'est exactement ce travail qui est en train de réaliser le Shabak, parce que le Shabak est très fort, que ce soit à Gaza ou dans les territoires sous contrôle palestinien. Il est un peu moins dans une population qui est totalement libre de mouvement. Les Arabes israéliens dans l'œil du cyclone. Merci Mathias pour ces précisions. Et on reste en Israël où le pays ne parvient pas à rattraper son retard en matière de lutte contre la pauvreté. Résultat, ce sont souvent des associations qui se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Exemple avec cette soupe populaire en plein Tel Aviv. Le reportage est signé Elsa Mimoun. Il est presque 10h30, on s'active dans cette ancienne synagogue du sud de Tel Aviv qui fait désormais office de salle à manger pour la soupe populaire de l'association Lazova. Ici, plus de 2000 repas sont préparés chaque jour, 400 à 500 sont pris sur place, le reste emporté. Les candidats sont les laissés pour compte, les sans domicile fixe ou bien encore des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On reçoit des gens de 1 à 80 ans, on ne leur demande rien. Ils peuvent tout simplement venir ici et recevoir de la nourriture. Je ne les regarde pas comme des gens dans le besoin ni comme des SDF, mais comme des êtres humains. Ils ne reçoivent pas simplement de la nourriture ici, mais aussi de l'attention. 20 centres comme celui-ci sont implantés un peu partout en Israël. Un système basé principalement sur du volontariat et sur la réception de dons financiers et de denrées alimentaires. Je sais ce que c'est, j'ai été dans le besoin aussi dans le passé, j'ai eu faim, alors tous les jours j'essaie de venir quelques heures. Je le fais de bon cœur, sans histoire, et rendre ainsi ce qu'on m'a donné. 30 ans que cette association existe, et ils ont vraiment grandi en comprenant le besoin qui se crée dans ce pays. Malgré les statistiques qui montrent que le PIB est très haut. Israël est le membre de l'OCDE avec le plus haut taux de pauvreté.
Un besoin qui s'illustre par l'affluence chaque midi, mais également le vendredi soir ou encore pendant les fêtes familiales. Aujourd'hui, un Israélien sur 5 et un enfant israélien sur 3 vivent dans la pauvreté, soit 22% de la population contre 14% en France. Une situation qui entraîne la désintégration d'une partie de la société et la croissance de la division entre les riches et les démunis. Malgré cela, la politique sociale reste peu développée, le budget gouvernemental restant en priorité axé sur la sécurité. 12h55 à Tel Aviv, vous êtes dans le journal sur I24 à suivre, il est bientôt 13h et dans 5 minutes on reviendra sur les grands titres de l'actualité à la une ce mercredi. Ce vaste débat autour du port de la kippa en France, désaccords au sein de la communauté juive, pragmatisme pour se protéger d'actes antisémites ou renoncement face au terrorisme. On voit ça dans moins de 5 minutes, restez avec nous.